וישב יעקב בארץ מגורי אביו. Bonjour. Alors, Parashat Vayeshev, vous savez que la Parashat Vayeshev et la Parashat de Miketz, on les lit traditionnellement à Hanouka, à la fête de Hanouka. Et les Grecs n'ont pas de contentieux avec la Torah écrite, la Torah Shebirtav. Ils l'ont même traduite en grec, c'est la traduction des Septante. Par contre, ils ne supportent pas une lecture de la Torah qui se fait à la lueur de la Torah orale, du Midrash, de la Torah Sheba'al Peh. Alors, on va tenter de comprendre, de voir les différents événements clés de la Parashat Vayeshev à travers deux regards, le regard grec et le regard juif. Alors là, il y a quelque chose de particulier dans la Parashat Vayeshev, c'est que jusqu'à maintenant, Abraham, Yitzhak et Yaakov, on sent que le projet d'Akadosh Baruch Hu, quelque part, avance, que Abraham, Yitzhak et Yaakov sont des acteurs du projet, qui sont présents. Et là, à partir de la Parashat Vayeshev, les choses nous échappent. Les choses nous échappent complètement. Ça va être une succession d'événements contingents qui nous échappent à premier regard dû au hasard et qui vont faire qu'on va complètement, les rênes du projet vont nous échapper. Alors tout commence dans la terre de Canaan. Yaakov est revenu de chez Lavan, il a échappé à son frère Lavan, il a échappé à son frère Esav, la famille est réunie, tout le monde est né, Binyamin est né, et tout semble prendre une tournure tout à fait normale. Il y a un quotidien qui se met en place, mais voilà, il n'y a pas de paix entre les frères. Yaakov a fait un cadeau à Yosef qu'il n'a pas fait aux autres, la tunique. Yosef a des rêves qu'il dit à ses frères avec beaucoup d'honnêteté. 12 gerbes, et ma gerbe se dresse, et vos gerbes se prosternent à ma gerbe. 11 étoiles, le soleil et la lune qui se prosternent à moi, comme si Yosef était menaçant. Les frères lui en veulent beaucoup. Alors le quotidien était le suivant. Yaakov restait dans le camp avec un de ses fils, et tous les autres fils partaient dans les montagnes pour faire paître le troupeau. C'était comme ça. Et chaque fois, il y a un fils qui prenait le retour. Alors voilà que Yosef, c'était le tour de Yosef de rester avec son père. Et Yosef doit laisser sa place à un autre frère et aller voir si tout se passe bien avec ses frères, donc à une grande distance de là, dans les collines des montagnes de Canaan. Tout semble commencer comme un jour banal, mais voilà que ce jour banal va changer complètement le destin du clan d'Israël. Alors Yosef, son père lui dit, voilà Yosef, il faut que tu y vois maintenant si tes frères vont bien. Et il l'accompagne Me'emek Hebron, de la vallée de Hebron. Détail géographique étrange qui semble insignifiant. Si on regarde à la lueur de Rashi, la vallée de Hebron. Hebron n'est pas une vallée, Hebron est une montagne. Ah, la vallée de Hebron veut dire du projet profond qui avait été initié par Abraham qui est enterré à Hebron. Comme si quelque part tout ce qui allait passer, en apparence c'est un abandon, mais en apparence il y a quelqu'un qui est derrière. Très bien. Yosef part, il se retrouve dans les montagnes et voilà qu'il se perd. Et là il arrive un événement extraordinaire. Pour moi c'est un des événements les plus extraordinaires de la Torah. Un événement d'une banalité. Il trouve un homme alors qu'il était perdu dans le désert. Mais c'est tout à fait banal. Comme, pardon monsieur, vous sauriez où est la place Kléber, s'il vous plaît? Normalement, il aurait dû revenir en arrière. Étant perdu, revenir en arrière. Et rien ne se serait passé. On ne serait même peut-être pas là aujourd'hui. Mais il fallait absolument que les choses se passent. Donc cet événement fortuit, d'accord, qui semble tout à fait le fait du hasard, en fait, si on regarde Rashi, c'était l'ange Gabriel. Cet homme-là, c'était l'ange Gabriel. Il n'était pas là par hasard. Donc Yosef, maintenant, est remis sur la route. Il arrive chez ses frères. Et ses frères lui disent, il le voit arriver de loin, il dit, ah, voilà le spécialiste des rêves qui arrive. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le jeter dans un puits et on dira qu'une bête sauvage l'a dévoré et on verra bien ce qu'ils vont devenir ses rêves. On verra bien ce qu'ils vont devenir ses rêves, semble être une remarque ironique. Mais si on regarde Rashi, donc à la lueur de la Torah Sheba'al Peh, il ramène le Midrash, en fait, on verra bien ce que vont devenir ses rêves. C'est une petite voix en off. C'est Hachem qui dit, on verra bien si ces rêves vont se réaliser ou pas. On verra bien si ces rêves sont des rêves du fruit du hasard. Yosef est pris par ses frères, on lui enlève sa tunique, on le jette dans la citerne, et les frères s'installent pour manger du pain. Et la citerne, à cette étape, on semble vraiment que tout est fini, que l'aventure d'Abraham, Yitzhak et Yaakov a touché son terme, et le frère est abandonné, Yosef, il y a une dispute terrible, il n'y a plus de paix entre les frères, on dirait que vraiment ça y est, c'est fini, tout est...
Mais voilà que si on regarde bien le puits, vers Bor, Rek, Enbo, Maïm, Rashi, Torah Béalpé, le Midrash, le puits était vide, il n'y avait pas d'eau dedans. Cette redondance nous fait comprendre qu'il y avait autre chose à l'intérieur du puits, des serpents et des scorpions. Yosef se retrouve au fond du puits, complètement abandonné, et il se dit, tiens, c'est quand même étrange, les serpents et les scorpions ne m'ont ni mordu ni piqué. Comme s'il y avait quelque part toujours une petite voix qui l'accompagnait. Les frères s'installent pour manger du pain, et voilà que Orhat Ishmaelim, une caravane de dromadaires arrivait, et le pasouk, étonnamment, nous donne le détail du contenu de leur chargement. Ils transportaient des parfums, du baume, de la gomme arabique, des choses qui sentent bon, et ils allaient vers l'Égypte. Donc les frères décident de vendre Yosef à cette caravane de Ishmaélim, mais pourquoi préciser le contenu du chargement? Ah, Torah Béalpé, Rashi, normalement les Ishmaélim qui descendaient, qui prenaient cette voie-là pour aller vers l'Égypte, transportaient du goudron, du pétrole, des choses qui sentent mauvais. Et là, comme par hasard, entre guillemets, la caravane qui passait aujourd'hui, exceptionnellement, transportait de la gomme arabique et du parfum pour pas que Yosef soit incommodé par l'odeur. On continue. Yosef, on le voit de plus en plus abandonné, de plus en plus on se dit, ça y est, c'est la fin de l'histoire, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir comme issue à une histoire aussi tragique? Il est descendu, il est vendu à une caravane, puis à une autre caravane, puis à une autre caravane, donc on est abandonné au hasard, on est abandonné. Mais voilà qu'il arrive en Égypte, et là il est vendu sur le marché aux esclaves. Alors il aurait pu être acheté par n'importe qui, mais voilà que c'est Potiphar qui le remarque et qui l'achète, ministre de Pharaon, comme par hasard, et il se retrouve dans la maison de Potiphar. Comme vous le savez, il grandit, il s'épanouit dans la maison de Potiphar, il réussit très bien, il reçoit de plus en plus de responsabilités, mais malheureusement, Madame Potiphar lève les yeux sur Yosef. Yosef refuse, et c'est ça qui va faire qu'il va se retrouver en prison. Comme par hasard, pas dans n'importe quelle prison, dans une prison royale. Et c'est là qu'au bout de 10 ans, il va se retrouver en contact avec le ministre des pâtisseries et le ministre des boissons qui ont fait un rêve. Il va interpréter le rêve, et à l'issue de encore 2 ans, où il va être abandonné dans sa prison, donc 12 ans de prison, il va être sorti précipitamment de prison, il va interpréter le rêve de Pharaon dans la parashat Miketz, et là, tous les petits détails qui semblaient, avec un regard grec fortuit et une succession de hasards, vont prendre leur sens comme un magnifique puzzle. Yosef va devenir le grand vizir de l'Égypte, et c'est à cette place-là qui va permettre à tous les Bnei Israël de descendre en Égypte lors de la famine, et d'un jour de sortir d'Égypte pour initier l'histoire qui fait qu'on est là aujourd'hui. Alors, il faut toujours se demander, dans cette période de Hanouka, est-ce que nous aussi, on n'a pas des petits événements fortuits qui nous sont arrivés dans la vie, qui semblent être le fruit du hasard, mais en fait, qui ont déterminé notre existence de manière tout à fait radicale. Voilà, Shabbat Shalom, Hanouka Sameach.